Bonjour. Bonjour. Et donc, super chouette hein, de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de plein de choses, mais notamment de ce fameux phénomène Lupin, forcément. Un Ouais, phénomène qui a été vu, j'ai lu, par 70 millions de spectateurs déjà, c'est énorme. ouais, c'est absolument hallucinant. Alors, c'est une projection, hein. C'est-à-dire qu'ils ont prévu 70 millions après 28 jours de diffusion, donc on est à une semaine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça cartonne, hein, on voit vraiment partout que ça a déclassé les séries du moment. C'est un Incroyable. succès inattendu finalement, presque. Complètement inattendu, ouais. Ouais. Et d'autant plus que c'est une série francophone et elles sont en compétition avec des séries anglophones qui sont normalement vachement mieux classées. Et en plus, on parle du confinement, mais elles étaient aussi sous confinement, donc c'est vraiment impressionnant. Ouais. On est très, très surpris. Vous portez peut-être chance parce que finalement Into the Night avait bien cartonné aussi à l'époque, hein. Ouais, et puis j'ai de la chance, j'ai dans des projets qui réussissent, Ennemi Public aussi. J'ai été dans plusieurs projets qui, voilà, je ne sais pas si oui, je suis porte-bonheur, on Ouais, va dire ça. un Lucky Charms. Justement, le but, c'est un petit peu ici de faire le tour à la fois de Lupin et aussi de votre carrière, parce que on vous connaît pour des rôles. Voilà, vous avez évoqué Ennemi Public. C'est un peu dans cette série-là que personnellement, j'ai découvert votre visage, parce que vous aviez une présence plutôt importante mais un personnage pas forcément évident à camper. Vous êtes plutôt pas très sympathique dans la série. Non, non, ouais. Ah, mais moi, je le trouvais super, le personnage de Vincent Stassard. Euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour, de tendresse aussi chez ce type qui est en fait un énorme loser et qui est un type qui ne réussira jamais rien dans sa vie, qui est tout le temps un poids pour sa famille, etc. Et qui est en même temps le seul à réussir à avoir un vrai lien avec son neveu, qui est dangereux, mais moi je l'ai trouvé super. Je trouvais très facile moi m'attacher à lui. Donc je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je l'ai trouvé extrêmement bien écrit. Donc félicitations à l'équipe des auteurs parce que vraiment je l'ai trouvé très bien, quoi. Et les séries belges, elles cartonnent en général. Enfin, on a eu Unité 42, on a eu aussi La Trêve il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a quand même une espèce de vivier comme ça en Belgique qui permet de développer pas mal de chouettes idées et de séries qui tiennent la route et qui fonctionnent bien aussi en France, par exemple. Ouais, ah ben, alors pour parler de celle que j'ai faite, Ennemi Public, ça a très, très bien marché, même dans le monde entier, hein. Il y a une spécificité belge francophone et néerlandophone aussi, hein, avec des séries formidables aussi qui sortent. Ouais, ouais, à quoi c'est dû? Il y a une identité, c'est sûr, aussi qu'on voit aussi dans le cinéma belge aussi, et qui est en train de prendre le flambeau de la série, ouais, ouais. Mhm. Avec Into the Night aussi, là, qui est quand même un super beau projet, un truc qu'on n'a jamais vu en Europe de l'Ouest, quand même, un truc de catastrophe aérienne, Ouais. ouais, qui a pris, où ils sont venus poser leur valise en Belgique pour faire ça, c'est super. Et c'est vraiment international, hein, cette série. Elle permet de croiser plein d'horizons différents et ça, c'est très chouette. Ouais, ah ouais, ouais, bah je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont venus à Bruxelles. Enfin, en Belgique, qui est le carrefour de l'Europe, et à Bruxelles, évidemment, aussi un berceau de l'Europe, quoi. Ils ont eu envie de faire un projet avec un ADN européen, et bah, Bruxelles, c'est l'endroit naturel, hein, pour faire ça. Il y a une saison 2 là qui a été terminée il n'y a pas longtemps, je pense. Oui, on l'a tourné, on a fini de la tourner. Je crois, le dernier jour de tournage, c'était le 31 décembre. Ah ouais, une belle façon de finir l'année. Ouais, voilà, sur les plateaux, très bien. Oh, oui. Voilà, donc voilà, maintenant on est en post-prod, en post-synchro et tout ça, et on va voir quand est-ce que ça sort. On n'a pas encore les dates de sortie. Et en lisant votre filmographie, on se rend compte que vous êtes un acteur hétéroclite en fait. On vous voit aussi bien dans des films d'époque que dans des projets de science-fiction, d'action. C'est difficile de vous résumer en fait. C'est drôle hein, parce que j'ai beaucoup de chance, je suis très content de faire ça. C'est quand même un des grands plaisirs de notre métier de pouvoir faire des choses très variées. Et je suis arrivé, c'est une conjonction des planètes. Je me suis mis à faire, j'ai fait une série de science-fiction. Je viens de faire avec Into the Night un truc d'aventure de catastrophe aérienne. J'avais fait une comédie d'action avec la Lazy Company, avec Samuel Baudin, qui était formidable. Et en fait, j'arrive à un moment où on commence à faire ces genres-là en Europe de l'Ouest en général et dans la francophonie, alors qu'avant, ça n'existait pas, quoi. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir accès à cette diversité-là
c'est vraiment tout nouveau, quoi. Et c'est super. Oui, parce qu'avant, c'était quand même très série policière ou romantique sous le soleil. Et là, on va vraiment dans des genres très, très différents de ces dernières années. Ouais, j'en ai fait beaucoup, hein, des séries policières quand même, dans les 10 premières années de carrière. Et c'est vrai que il y a des séries policières qui sont formidables, hein, mais c'était très monolithique, quoi, hein. Je rigolais avec les copains, on disait, la scène de l'interrogatoire, la fameuse scène de l'interrogatoire, je l'ai faite un nombre incalculable de fois, quoi. La scène, qu'est-ce que vous faisiez hier soir, hein, quel est votre alibi? Celle-là, on l'a fait beaucoup. Et du coup, je pense que on avait le public et les gens qui fabriquent aussi, on avait besoin un peu de fraîcheur, quoi, d'autres choses. Heureusement, c'est là, quoi. C'est super. En farfouillant un petit peu, j'ai vu que vous avez aussi, moi je la connais pas personnellement, je connais pas très bien la chaîne OCS, mais vous avez tourné pour Mission, qui est quand même une série assez particulière, sur base du pitch en tout cas, c'est assez détonnant. Ouais. Ah oui, ah bah c'est du délire. Ça, c'est un pari incroyable d'Empreinte Digitale. Julien Lacombe, le réalisateur, donc Empreinte Digitale, c'est la production, et Henri Deberme, le producteur, qui ont convaincu OCS de faire une série de science-fiction, la première série de science-fiction francophone jamais faite. En plus, dans un contexte un peu indépendant, quoi, parce que OCS, c'était pas des budgets colossaux. Donc, pour faire de la science-fiction sans avoir énormément d'argent, c'était une gageure supplémentaire. Et ils y sont arrivés super bien. Ils ont trouvé plein d'astuces très malines. Je trouve aussi que c'est à l'écriture que ça a été très travaillé. Là, on a fait une deuxième saison. Il y a une troisième saison qui se prépare. Là, qu'on va tourner cette année. Et ouais, j'aurais jamais. Vous m'auriez dit il y a 15 ans, j'ai commencé le métier il y a 24 ans, mais vous m'auriez dit quand j'étais jeune comédien que j'allais faire de la science-fiction, je vous aurais rionné. J'aurais dit jamais, non. Voilà, on est en Europe de l'Ouest, on ne fera jamais de science-fiction. Et puis si, c'est parti, Parce quoi. que vous êtes issu du théâtre en fait à la base, ça a été votre formation première, en tout cas les armes, vous les avez faites sur les planches. Bah ouais, alors c'est marrant parce que je suis venu au métier avec mon amour du cinéma indépendant américain surtout. C'était vraiment mon influence majeure. Et ensuite, quand je suis rentré dans une école de théâtre, n'y connaissant absolument rien, j'ai découvert le théâtre. J'ai une professeure magnifique qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'appelait Rosine Marga, et qui m'a fait découvrir tous les grands auteurs classiques. Et je suis tombé en amour du théâtre et j'ai appris ce métier-là, comme beaucoup d'acteurs qui sont sur les planches. Au départ, on découvre le théâtre et j'en ai fait énormément. J'ai fait quasiment que du théâtre pendant 10 ans après être sorti de l'école. Et j'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup aussi. J'ai beaucoup travaillé avec les anglo-saxons quand je faisais du théâtre. Euh, ça a été très formateur. J'ai fait des kilomètres de plateaux et de tournées et de machin. Et je suis arrivé, je me suis senti beaucoup plus solide en sortant de ça. Et puis, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'aille vers ma passion première, hein, qui était celle pour laquelle j'avais vraiment commencé ce métier, et d'essayer de faire un petit peu plus de travail à la caméra. Et ce que j'ai essayé de faire, voilà. Vous parlez que vous êtes très cinéma indépendant ou d'auteurs américains, vous avez des maîtres étalons, j'imagine, dans ce cas-là. C'est quoi vos références, vos grands classiques à vous? Je crois que mon classique principal, mais bon, c'est un classique tellement partagé par tout le monde, je crois que c'est Barry Lyndon Ah oui. de Kubrick, que je peux voir à l'infini en pleurant aux mêmes endroits. Je trouve un chef-d'œuvre absolu. Je n'ai pas. Alors, je vais faire hurler les gens. Je trouve que Kubrick est un cinéaste hallucinant. En tant que personne, je n'ai pas une grande fascination pour lui. Je crois qu'il a maltraité beaucoup de gens avec lesquels il travaillait. Je préfère être un spectateur de Kubrick qu'un acteur dans ses films. Donc, il y a lui, il y a Lynch. Je suis fasciné par un film qui est assez atypique chez Lynch, qui est A Straight Story. Je ne sais pas si une histoire vraie, qui est un Lynch incroyable, qui est l'histoire d'un homme un vieillard qui traverse les États-Unis à dos de tondeuse à gazon pour rejoindre son frère mourant. C'est incroyable. Et évidemment, il y a la touche de Lynch par-dessus. C'est bon, voilà, c'est un film sublime. Bah, ça, c'est les films auxquels je pense comme ça, quoi. Voilà, c'est ce cinéma-là, quoi, qui m'a toujours le plus touché, qui est ma culture, quoi. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Oh.
Et pour revenir aux séries, on parlait tout à l'heure que Mission n'avait pas eu de super gros subsides pour exister. C'est radicalement différent de Netflix, qui est une grosse machinerie dans laquelle j'imagine c'est très compliqué en fait de pouvoir s'imposer. J'imagine que tout est contrôlé, vérifié, validé à de multiples reprises. Comment on se retrouve dans un projet aussi colossal que celui de Lupin, par exemple, Meet to the Night, hein, finalement, qui est dans le même catalogue. Et comment on appréhende en fait le travail avec des si grosses boîtes de production, de gestion? Euh, donc, le premier projet que j'ai fait avec, Netflix, c'est donc Into the Night. Euh, et j'ai eu accès à Into the Night tout simplement parce que Netflix est venu chercher, donc ils sont venus chercher la société de production qui avait déjà une expérience, ou une des sociétés de production qui avait des expériences de séries internationales. Et donc, c'était Entre Chien et Loup qui avait fait Ennemi Public, qui s'était très bien diffusé à l'international. Et donc, ils sont venus voir Entre Chien et Loup comme partenaire naturel. Et ils leur ont demandé, est-ce que vous pouvez nous présenter des acteurs belges, puisqu'on ne les connaît pas? Et voilà. Et donc, Entre Chien et Loup, comme ça s'était bien passé sur Ennemi Public, j'ai fait partie de la liste qu'ils ont soumise à Netflix. Donc voilà, moi, je me suis retrouvé là par, effet de rebond, quoi. Succession, oui. Voilà, et ensuite, c'est aussi, donc Lupin, c'est parce que j'ai travaillé sur Into the Net que ça s'est bien passé. Ils ont passé un coup de fil. Enfin, c'est une conjonction de planètes. Je passe une audition, le showrunner appelle l'autre showrunner, alors il était comment, lui? Bon, voilà. Donc, on finit par se faire coopter. Voilà. Mais pour répondre à l'autre aspect de votre question, comment on se prépare? Qu'est-ce que ça fait de venir quand on travaille pour la première fois pour Netflix, en tout cas moi, ça m'a fait ça, c'est l'effet d'une révolution profonde, une révolution de l'industrie, si on peut parler, parfois ça fait un peu gros mot, mais moi je ne pense pas uniquement, je ne vois pas que des choses négatives là-dedans du tout. Pour moi, l'arrivée des streamers, des grosses plateformes comme Netflix, c'est une révolution extrêmement profonde. Et je dis pas le terme légèrement quand je dis révolution, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un avant et un après. Et donc, on découvre les choses spécifiques d'un groupe comme Netflix qui vient fabriquer. Alors déjà, premièrement, ce dont on a parlé tout à l'heure, le genre. On n'a jamais fait, ou quasiment jamais fait, de catastrophe aérienne, pardon, excusez-moi, en Europe de l'Ouest. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à faire une dépressurisation de l'appareil, des atterrissages en catastrophe. Je ne spoil pas. Non. Pour ceux qui n'ont pas regardé encore Into the Night, tout se passe bien dans cet avion. Les regarder. Voilà, ça déjà, c'est incroyable. On se retrouve à travailler. Donc, pourtant, on était un cast avec pas mal d'acteurs qui avaient pas mal d'expérience de plateau, des Yann Bévout, Laurent Capelluto, Pauline Etienne. C'était des gens qui avaient fait beaucoup de plateaux de cinéma, de télé. Aucun de nous n'avait jamais fait quelque chose de similaire, de même proche. Laurent a dit qu'il avait gagné énormément de respect pour les acteurs de films d'action après avoir fait ça, parce que c'est très difficile à jouer en plus. Alors déjà, on n'a pas l'habitude, mais ensuite, quand on est dans des films d'action à intensité telle, on est toujours en train de jouer pour sa vie, tout est tout le temps terrible, machin, etc. C'est très dur, hein. Ça veut dire qu'il faut jouer action, paf, tout de suite pour sa vie. On est tout de suite dans des intensités énormes. C'est vraiment pas facile à faire. Et puis voilà, donc voilà, oui, il faut s'adapter, il faut apprendre. En même temps, comme nous tous, on a une culture de ça parce qu'on a vu ces films-là. Donc en fait, on rentre relativement rapidement dans les codes et dans l'univers, tout en le belgicisant, le prenant à l'européenne aussi. Hein. Les procédés, les façons de fabriquer se mélangent, se métissent aussi avec toutes les nations et toutes les cultures. Donc, Netflix aussi évolue en venant en Europe. Il ne travaille pas de la même façon exactement que quand il travaille aux États-Unis, évidemment. Donc, voilà quoi. Et pour moi, si prête, allez, je prends Lupin par exemple, c'est des petits formats, c'est 3/4 d'heure à peu près. Bon, ça fonctionne sur les familles puisque les enfants ne sont pas toujours très. 1h30, c'est plus compliqué peut-être de les garder. Du coup, j'imagine que ça demande une grosse dynamique et tout est repensé différemment parce qu'il faut ce petit format qui plaira en fait à un public large. Oui, j'ai pas pensé à ça. Oui. Ah oui, c'est sûr que c'est plus facile de garder des enfants sur des formats plus courts. Je pense que la question du format est hyper intéressante et la liberté des streamers par rapport au format. En fait, le format,
au départ, il avait été contraint pour faire de la pub, pour pouvoir mettre des coupures pub régulièrement pour financer des projets. Et là, les plateformes de streaming n'ont pas ce problème-là. C'est des abonnements. Ils ne sont absolument pas dépendants de la pub. C'est aussi une des révolutions très profondes de l'industrie, puisque les formats sont absolument secondaires. Donc maintenant, Netflix n'impose absolument rien. Si vous voulez faire un épisode de 30 minutes, de 27, de 120 minutes, en fonction de ce qui vous semble le plus juste pour raconter l'histoire, c'est ce que vous allez faire. Et par exemple, Into the Night, au départ, a été écrit pour être des 52, puisque c'était la culture naturelle. Et en fait, ça s'est retrouvé à être des épisodes beaucoup plus courts, parce qu'ils ont eu envie de ramasser, de tendre l'action encore plus. Et je crois qu'on est sur le premier épisode à 36 minutes ou quelque chose comme ça, ce qui est un format hybride qui n'existe nulle part ailleurs, hein, qui existe que depuis que les plateformes arrivent, parce qu'en fait, concrètement, ils s'en foutent en fait du format. Oui. Ah, ici, de vous à moi, ils nous ont balancé 5 épisodes histoire de nous mettre un peu l'eau à la bouche. Ils coupent ça là sur un cliffhanger un peu frustrant. Mais à la base, les 10 étaient tournés dans la continuité. Il n'y a pas eu de saccade entre les deux parties. Là, on rejoint une actualité un peu moins drôle, mais en fait, c'était prévu pour qu'on tourne tout et qu'on livre tout d'un bloc, mais c'est la Covid qui a interrompu les tournages. Et donc, plutôt que de repousser la totalité de la sortie, je ne suis pas sûr, hein, parce que je n'étais pas aux réunions. Hein. Moi, je ne suis pas assez élevé dans la hiérarchie pour connaître tout, mais je crois qu'ils ont décidé de livrer la première partie qu'on avait tournée avant la Covid, plutôt que d'attendre qu'on ait fini tout. Voilà. Donc, la deuxième partie qu'on a déjà fini de tourner aussi, hein, mais qui a été tournée plus tard, sera diffusée plus tard, je crois, cette année. Ah ben, on va parler du capitaine Laugier qui, entre nous a beaucoup fait rire quand on regardait la série parce qu'on s'est dit tout le monde a compris que Hassan était le même type et vous êtes le seul finalement, ou presque, à ne pas matcher en fait sur tous les profils du même. Ça, c'est très drôle en fait. Ah oui, mais Laugier, c'est une figure de comédie, hein, c'est sûr. Il est mauvais. Il est un peu bête. Laugier. Il est sympathique, il aime bien ses équipes, etc. Il a très envie d'attraper Hassan Diop. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'héritier d'Arsène Lupin qui est joué par Omar Sy. Mais oui, il y arrivera. Enfin, voilà, on veut pas. Je ne sais même pas, moi, j'ai pas vu si jamais on faisait des saisons futures, je n'ai pas lu la suite. Mais voilà, la beauté du personnage d'Arsène Lupin, c'est qu'il a toujours un coup d'avance sur les policiers, et le personnage de Laugier incarne ce flic, cette figure de style de comédie d'action qui arrivera toujours trop tard, quoi, qui comprendra jamais rien. Et c'est assez drôle. On riait beaucoup sur le plateau avec Chérine Boutella et Soufiane Guerab parce qu'effectivement, avec les portraits robots d'Omar Sy, gros comme ça, avec les caméras de surveillance, on dit, il est où ce type? Enfin, oui. Retourne-toi, quoi, oui. Mais t'as pas vu le SAV? C'est chouette à jouer aussi, un type qui est pas très affûté, quoi. C'est drôle. À côté de ça, on a le Guédira qui a tout lu, tout vu, qui a, pour le plus grand des hasards, un chouette petit tourniquet avec tous les romans de Maurice Leblanc sur son bureau. Donc, c'est juste truculent parce qu'en effet, c'est des grosses ficelles. On pourrait dire, oh non, c'est abusé, c'est des fameux raccourcis, mais en fait, on rit énormément du genre, en fait, à travers cette série. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est très désinvolte. En fait, le ton, même la franchise de Lupin, c'est de la désinvolture. On n'est pas du tout dans le réalisme depuis le départ, ce personnage complètement dingue qui déjoue tout, qui est charmant, qui a la classe, du charme, qui fait tout, qui est en plus moralement impeccable, etc. On est vraiment dans le conte, on est dans des codes légers, quoi, qui sont absolument pas là pour être réalistes. Et évidemment, on est tout de suite là avec Guédira qui a sa pile de trucs de Lupin, qui tout de suite a l'intuition tout le temps. Et tout le monde qui lui dit, mais enfin, arrête, c'est quoi, et la prochaine fois, tu vas nous faire les trois petits cochons. C'est n'importe quoi. Et c'est lui, évidemment, qui a raison. C'est lui qui est plus intelligent que tout le monde. Oui, vous avez raison, complètement, on en rit. On s'amuse avec ça, oui. C'est désinvolte. C'est ça. Tout à fait. Tous ces personnages sont des espèces de faire-valoir en fait du personnage principal incarné par Omar Sy. Mais vous avez quand même une super belle scène à la insaisissable en fait finalement. Hein. On y retrouve un peu la patte de Louis Leterrier dans cette rencontre post-vente du collier. Après la vente aux enchères, vous avez un très bel échange avec Omar Sy dans cette scène dans le Louvre. Ça doit être une scène incroyable à tourner, non?
Et oui, voilà, quoi, avec Omar Sy, quoi. Non, et dans des endroits magnifiques. On a tourné dans plein d'endroits magnifiques. Euh, Vous avez raison. Louis, aussi un type Louis Leterrier, donc qui a réalisé les 3 premiers épisodes, qui a réalisé celui-là. C'est quelqu'un qui met une énergie sur le plateau qui est incroyable. Pour la petite histoire, hein, il est tout le temps au stead, donc il est au steadicam, hein, et la caméra lui-même, 100% du temps, ce qui est quelque chose pour les gens qui ne savent pas, qui est extrêmement physique. Donc c'est un réalisateur qui est très engagé sur le plateau, donc il met déjà une énergie, donc on n'est pas... on rentre très vite dans le bain, quoi. On ne va pas rester impressionné, etc. En plus de ça, Omar Sy est un type qui est très engageant, bien sûr qui est très sérieux, ça a fort travaillé sur le plateau, mais ce n'est pas un type qui vous met une distance, donc on rentre très vite dans le travail, c'est très agréable très rapidement, quoi. Donc cette scène s'est très bien passée. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Non, on était dans des lieux incroyables aussi, hein. Oui. Ouais, parce que c'est pas du studio, hein. Ça aussi, c'est une des spécificités de Netflix, c'est qu'ils réussissent à obtenir les clés des endroits, quoi. Ils poussent les portes du Louvre là de façon très naturelle. C'est fou quand même. Omar Sy en tête à tête avec la Joconde, pour de vrai, la vraie Joconde, quoi, seule, avec son balai et son bonnet. C'est hallucinant. Et dans l'univers forcément littéraire ici, il y a Maurice Leblanc, mais j'ai remarqué que vous avez aussi tourné un personnage emblématique. Vous avez tourné dans Genius et vous avez fait André Breton, j'ai lu. Ouais, j'ai fait une toute petite apparition très courte qui devait être plus longue, mais il y a eu des problèmes de production. On est arrivé en fin de tournage et il y a des scènes qui ont dû sauter, bref, malheureusement. Mais ils ont fait ça avec beaucoup d'élégance. Donc oui, j'ai fait une petite apparition alors avec Genius, donc avec Antonio Banderas qui jouait Picasso. Donc j'ai eu le plaisir de travailler quelques jours avec lui. Il est adorable. C'est un type qui ça vous donne envie d'être son meilleur pote tout de suite. Et c'est drôle parce que je me suis retrouvé à tourner plus tard sur des plateaux avec des gens qui avaient déjà travaillé avec lui. Et à chaque fois que vous prononcez son nom, les gens voilà. Ah, Antonio, il est formidable, machin. Donc c'est très sympa. Lui aussi était rentré tout de suite dans... Il s'était très très fort renseigné sur la relation entre Breton et Picasso, et tout de suite on est rentré tout de suite dans le gras en se parlant de ce qu'il savait, de ce qu'il avait appris de ça. Évidemment, c'est très facile, enfin moi je trouve ça beaucoup plus facile de jouer des personnages historiques qui ont existé, qui sont très documentés, puisque c'est difficile de faire des impairs. J'ai lu une biographie de Breton avant de venir sur le plateau. Les gens de Genius, de National Geographic, m'ont fait un look très soigné, très travaillé d'André Breton. Et donc, voilà, on rentre dans des pantoufles, quoi. C'est assez chouette. Pour terminer ma petite interview, il y a forcément cette phrase qui résume un peu Lupin, c'est « vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas vraiment regardé ». Quand on vous voit, vous, ou quand on voit votre filmographie, qu'est-ce qu'on aurait dû regarder et qu'on n'a peut-être pas spécialement bien vu? Ah, la bonne question. Qu'est-ce qu'on a vu et qu'on n'aurait pas forcément regardé dans ma filmo? Vraiment fallu jeter un coup d'œil et vous n'avez pas vu ça? Non, il y a un projet dans lequel on ne me reconnaît pas. Ça, c'est amusant. Donc, c'était dans un épisode d'une série télé qui s'appelle Les Petits Mœurs d'Agatha Christie, dans lequel je joue un jeune garçon qui s'appelle Léonard Jandel et qui est schizophrène. Et j'avais un look tellement loin qu'il y a même des gens à la projection qui... Après, on parle après la projection presse, qui me disent « Ah, mais alors, qu'est-ce que tu fais ?» Ils n'avaient pas vu que j'étais dans le film. Voilà. Qui m'avaient vu, mais ils ne m'avaient pas regardé. Ah ben voilà, ah ben super. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce petit échange. Et puis, j'imagine qu'il y a plein de projets qui se profilent une fois que ce satané virus sera parti. Donc, Touchons du bois. Ouais. Du bois. Et on vous retrouvera en tout cas avec grand plaisir à ce moment-là. Et d'ici là, que tout aille bien. Je vous souhaite le meilleur à la fois pour Into the Night, pour Lupin, peut-être la suite, pour tous les projets à venir. Et voilà. Merci en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette micro-interview. Merci beaucoup. Merci. Super. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.